Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré à l'Ivy League, troisième épisode de la saison. On va revenir sur la semaine numéro 2. On fait une petite preview de la semaine numéro 3 ensuite. Petit bilan très rapide de l'Ivy League. Après 2 semaines de compétition, il n'y a plus que 2 équipes invaincues et c'est un peu la surprise puisqu'il s'agit de Brown et de Dartmouth. Alors Dartmouth, pas vraiment une surprise, mais Brown très clairement, sachant qu'en plus ils viennent de battre Harvard de façon assez spectaculaire, on va y revenir bien évidemment ensuite. Donc 6 matchs la semaine dernière, 2 matchs 100% Ivy League, 4 matchs contre une équipe out of conference. Défaite malheureusement de Columbia à Georgetown et 3 victoires pour Pennsylvania à domicile contre Colgate, Dartmouth du côté de Merrimack et Princeton à domicile contre Howard. Sans plus attendre, je vous propose de commencer par la grosse déception de cette semaine. C'est Columbia, les Lions qui avaient fait une excellente première performance contre Lafayette en Week 1, retombent dans leur travers très clairement contre Georgetown, une équipe qui était très largement à leur portée. Malheureusement, défaite 20-17 dans un match où Columbia s'est très clairement tiré une balle dans le pied avec 4 turnovers. Alors, paradoxalement, c'est pas forcément les turnovers en tant que tels qui tuent les Lions, puisque en fait, Georgetown n'a marqué aucun point derrière ces 4 turnovers, mais il n'empêche qu'il y a quand même 2 turnovers dans le camp de Georgetown qui auraient pu ramener des points, et il en manque pas grand chose, puisque c'est une défaite de 3 points à la sortie. Columbia, qui aura besoin quand même d'un Cole Freeman, leur nouveau quarterback, le transfuge de Northwestern à un niveau quand même un peu plus élevé, 15 sur 30 à la place pour lui, 211 yards, 2 TD, mais 3 interceptions. Il faut épurer son jeu très clairement, parce que en FCS et en Ivy League, c'est presque à celui qui fera le moins d'erreurs qui l'emportera. Et là, on l'a vu très clairement face à une équipe de Georgetown, pas forcément hyper convaincante, notamment défensivement et au jeu au sol, mais Danny Lauter, le quarterback, a sorti un grand match par contre, 25 sur 33, 2 TD, quasiment 3 serveurs à la passe, donc lui n'a pas fait d'erreur. Ils ont pu installer leur jeu à la passe, et derrière les Lions ont couru après le score tout au long du match et n'ont pas réussi à faire ce qu'il fallait pour l'emporter, sachant qu'en plus le jeu, la défense notamment à la course a vraiment fait du bon taf, parce que derrière les interceptions et les fumbles, boum, souvent ça a été un free and out ou un field goal loupé, et malgré ça, voilà, les Lions, on s'est dit, quand j'ai vu les highlights, je me suis dit, voilà, ils vont réussir ils ont jamais vraiment été complètement décramponnés, et malheureusement ils n'ont pas réussi à trouver les ressources, notamment offensivement, pour trouver la faille et battre les Hoyas, qui remportent ce match de rivalité pour la première fois depuis 4 ans. Félicitations à eux. Columbia qui va devoir rebondir rapidement, puisque c'est un match contre Princeton qui les attend juste la semaine prochaine, et ça tombe bien, on va parler de Princeton maintenant, qui s'est imposé face à Howard dans un match pareil, pas très intéressant, notamment au niveau du jeu des quarterbacks. Blaine McAllister, qui était le quarterback titulaire du côté de Princeton, n'a vraiment pas été bon. Les stats sont quand même assez faméliques. Accrochez-vous. 5 sur 19 à la passe, oui, 5 sur 19, 1 TD. Mais heureusement pour les Tigers, c'est surtout le jeu au sol qui a été efficace, notamment John Volker, c'est un nom que vous commencez à connaître maintenant. 88 yards en seulement 12 courses. Quasiment 200 yards pour l'ensemble de l'équipe. Et face à eux, voilà, ils avaient une équipe du Bison de Howard, très clairement, pareil, un peu en difficulté à la passe, et avec un jeu au sol, voilà, pareil, un peu en difficulté aussi. La défense de Princeton a fait du bon boulot, qu'on soit très clair. Ils ont limité Howard à peine 2,5 yards à la course, par course, donc ça c'est quand même plutôt cool. Un match offensivement quand même très complexe, mais Princeton avait besoin de ce genre de match, donc ils ont pu dérouler quand même au niveau de leur jeu au sol. Ils menaient 20-0 à la fin de la mi-temps, à la fin de la première mi-temps. Donc globalement un match maîtrisé, mais je suis quand même assez inquiet pour les Tigers, parce que voilà, offensivement, on l'a bien vu là en semaine 1, si vous verrouillez le jeu au sol, le QB play est quand même pas assez important pour être une vraie menace. Je pense que la recette pour battre les Tigers c'est assez simple, mais le Bison n'avait pas cette recette-là, et pas assez de talent, qu'on soit très clair. Donc victoire de Princeton 30-13.
Autre performance quand même relativement décevante pour une équipe qui en avait montré quand même pas mal depuis le début, enfin depuis le début de la saison, c'est assez c'est paradoxal, mais depuis en semaine 1, c'est Dartmouth qui a eu toutes les peines du monde à battre une très faible équipe de Merrimack. Ils peuvent remercier leur kicker du nom il faut que je le retrouve, je crois qu'il s'appelle Owen quelque chose, si mes souvenirs sont bons, qui lors du dernier drive réussit un field goal de 35 yards, juste après avoir réussi un field goal de 50 yards, donc c'est quand même plutôt pas mal. Jackson Proctor, le quarterback du Big Green, a été quand même un peu en difficulté. Alors, il sort le bon drive à la fin pour mettre le Big Green en situation de field goal, mais en dehors de ça, il est à moins de 50% à la passe, 14 sur 29 pour 161 yards. Voilà, une performance quand même un peu plus compliquée que là, en semaine 1. Après, voilà, c'est la victoire pour Dartmouth. On va pas leur en demander bien plus que ça. Mais voilà, offensivement, ça a quand même été très compliqué. Alors, défensivement, ça a été bien mieux, bien évidemment, notamment un jeu à la passe de Merrimack bien contenu. Mais, ce genre de performance, s'ils le refont la même contre des équipes de la Ivy League, ça risque quand même d'être compliqué. Jackson Proctor, on en entend quand même beaucoup mieux. Alors on sait que il a toujours un profil de dual threat, hein, il fait quasiment 50 yards à la course lors de ce match-là, mais il faut à tout prix qu'il progresse au niveau de la passe. Moins de 50% de complétion, c'est quand même vraiment pas bon du tout. Voilà, j'ai retrouvé le nom du kicker, c'est Owen Zalk, 3 sur 3 pour lui, notamment un joli de 50 yards. Quand on voit les college kickers, la performance, c'est quand même plutôt bien de la part du Big Green, qui bascule en 2-0, mine de rien, il faut quand même le faire. Mais il y aura un joli match pour eux la semaine prochaine, on va y revenir juste après. Dernière équipe de la Big 12, n'importe quoi, de la Ivy League qui était sur le pont dans un match out of conference, c'était Pennsylvania. Vous savez, bon, connaissez mon amour pour les Quakers. Bon match d'Ansein, pardon, bon match de Malakai Osley, bon match de Jaren Richardson. Vous commencez à connaître le refrain, toujours à peu près la même chose. Match sérieux, match face à une équipe de Colgate qui est quand même un niveau au-dessous, voilà, ça on va pas se le cacher. Malgré ça, il y a quand même eu une belle performance, notamment à la passe de Jack Tierney, le quarterback de Colgate. À voir comment Penn arrive à trouver les armes pour la défense aérienne tout au long de la saison, parce qu'ils vont rencontrer quand même des équipes quand même un peu plus armées à ce niveau-là. D'ailleurs, on va reparler juste après des quarterbacks qui ont fait des sacrées performances en Ivy League. Voilà, mais moi je suis toujours aussi emballé par cette équipe de Penn, notamment offensivement. Voilà, défensivement, c'est un peu le plus compliqué, mais voilà, ils ont réussi quand même à forcer une interception. À voir s'ils continuent à avoir on va dire cette recette pour remporter des matchs, une grosse attaque et une défense qui plie mais n'auront pas, est capable de créer un petit peu des turnovers. Voilà, moi c'est une équipe que j'aime beaucoup, dont j'en fais toujours mon favori pour l'Ivy League cette année, et ça tombe bien, je tease à fond, mais il y a un match hyper important qui arrive cette semaine, on va y reparler d'ici 5-10 minutes. Maintenant on va basculer sur les deux matchs 100% Ivy League. Deux surprises quand même, on va pas se le cacher. Cornell qui s'est imposé à domicile contre Yale de façon hyper convaincante. C'était un match assez sympa à suivre. En plus, il pleuvait, c'était assez comfy. Yale qui se tape 2 matchs de suite d'ailleurs sous la pluie. Cornell, on va commencer par celui-là. Donc Cornell 47, Yale 23. Énorme performance de Jameson Wang et bien évidemment le quarterback de Cornell. Quasiment 300 yards à la passe. Je crois il est à une cinquantaine de yards à la course. 4 TD, à la passe pour lui. Voilà, Yale qui n'a jamais trouvé la bonne formule pour contrer offensivement Cornell. Pareil, offensivement pour eux, notamment sur la course, ça a été un petit peu plus compliqué. Brogan McCoggy, le quarterback, a été correct, mais sans plus. Mais voilà, derrière, la défense n'a jamais réussi à arrêter Jameson Wang, qui confirme quand même son statut de probablement meilleur, enfin top 3 quarterback de la ligue. Voilà, il est quasiment à 10 yards par complétion. Voilà, c'est quand même des stats qui sont quand même très intéressantes. Et puis, il y a
un pôle de receveurs quand même relativement intéressant, hein, du côté de Cornell. Il y a Brandon Lee qui finit quasiment à 100 yards, Samuel Musungu pareil, Ryan Kurtz pareil. Voilà, c'est quand même plutôt cool. Il y a un joli TD d'ailleurs de la part du tight end de 68 yards là, sur un call offensif très très mal lu de la part de Yale là, qui concède un big play derrière. Voilà, emballé par Cornell, mais attention parce que voilà, en week 1 ça a été catastrophique. Là, cette performance-là, elle est quand même hyper encourageante. À voir ce que ça va donner sur la longueur, parce que c'est toujours pareil, quand on est aussi dépendant d'un quarterback, il suffit qu'il y ait un jour sans pour que ça tourne un peu à la catastrophe. Assez déçu du Yale par contre, notamment défensivement, parce que je pensais que ils ont bouffé, je crois, quasiment 400 yards sur ce match-là. Voire plus de 400 yards d'ailleurs, presque 500 en fait, 278 yards à la passe et 200 yards à la course. Donc voilà, un match vraiment très décevant de la part des Bulldogs. Il va falloir sortir autre chose en termes de performance parce que sinon ça va être le bouillon pour eux. Voilà, plus surpris par Cornell. Enfin, vraiment ce match-là, très surpris par Cornell de façon positive, très surpris par Yale de façon négative, et puis dans la capacité à trouver les bonnes solutions, aussi bien en début de match qu'à la mi-temps. Ils ont couru après le score tout le long du match, hein, qu'on soit très clair. Il y a même eu un changement de quarterback sur la fin de match, mais malheureusement sans succès. Voilà. Cornell marque les esprits, Yale aussi, mais pas dans le bon sens du terme, et ça fait donc deux équipes qui sont à un partout après 2 semaines. Dernier match de la semaine en Ivy League et probablement le plus beau. Brown qui s'impose à domicile contre Harvard 31-28 en toute fin de match, dans une des fins de match les plus what the fuck hein, de la semaine. Alors, je vais vous raconter un petit peu la dramaturgie sur cette fin de match. Harvard est en position de marquer un field goal qui leur permettrait de prendre 8 points d'avance si mes souvenirs sont bons, enfin en tout cas de faire le break complètement face à Brown. Alors qu'il reste 2 minutes, même pas 2 minutes, je crois qu'il reste 1 minute au chrono. Le field goal n'est pas loupé, mais le snap n'est pas bon. Le kicker n'arrive pas à récupérer la balle. Nick Hudson, le joueur de Brown, récupère la balle, file vers la en but. Au moment où il est plaqué, il perd encore le ballon. Donc il y a double fumble sur cette action-là. Heureusement pour eux, Nick Hudson arrive à plonger sur le ballon. L'action derrière, Jack Wilcox trouve Mark Mahoney dans la end zone. Il reste seulement 21 secondes de match. Les Bears passent devant 31-28 et Harvard n'arrive pas à remonter. Les Bears qui étaient menés même de 11 points avant, en entrant dans le 4e quart. Énorme performance de Brown. Derrière, voilà un match formidable, encore une fois, de Jack Wilcox, le quarterback. 288 yards, 3 TD. Voilà, ça a été un bon match, franchement un très très beau match de college football, c'était assez cool. Grosse performance de la passe au niveau des Bears. Du côté du Crimson, Jadon Craig a été moins bon que d'habitude. Alors rien de catastrophique, mais 178 yards, 2 TD, une interception. Shane McLaughlin, pareil, un peu plus en difficulté, le running back de Harvard. Xavier Baxon, son numéro 2 a fait le taf par contre de son côté. Mais voilà, Shane McLaughlin un peu en dedans par rapport à ce qu'on avait connu. Gros match encore une fois de Cooper Barkate, le receveur de Harvard, 90 yards de TD à son actif. Et on a vu Charles Prima aussi d'ailleurs, qui a réceptionné. Alors je dois avouer que j'ai pas cherché l'info pour être tout à fait honnête. Mais voilà, Charles Prima a été présent sur un snap. Voilà, il a joué en tant que receveur, à voir comment ça va durer. Mais voilà, c'était pour vous donner un peu des nouvelles de l'ancien quarterback titulaire. Voilà, du côté de Brown, toujours pareil, Mark Mahoney, toujours aussi intéressant au poste de receveur. Et Jack Wilcox, toujours cette double menace. Il est quasiment 60 yards cette semaine à la course, pardon. Donc voilà, donc un gros match des Browns. C'était un match au forceps et je pense que le Crimson doit s'en vouloir quand même parce qu'ils avaient quand même toutes les armes en main pour s'imposer à un moment de ce match-là. Je crois qu'ils étaient même gagnants à quasiment 99% au moment où ils allaient tirer le field goal. Malheureusement pour eux, derrière ça finit avec ce fumble. Alors paradoxalement, Brown a été quand même plus efficace en termes de yardage avec quasiment 100 yards de plus.
Donc quand même, quoi, je veux dire, c'est pas, ça sort pas de nulle part, hein, cette victoire, hein. C'est pas le genre le truc à l'arrache avec un peu de chat. Non, 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 ils font un énorme quatrième quart-temps, comme je l'avais dit. Ils reviennent quand même du diable vauvert parce qu'ils sont menés même 28-10 au milieu du troisième quart. Derrière, bam, Jack Wilcox balance une bombe pour Matt Childs. Donc voilà, donc il y a quand même des choses intéressantes du côté de Brown. Et cette victoire-là, pour le Ciboulot, elle va faire quand même un bien fou. Parce que mine de rien, tu reviens d'un déficit de 18 points face à Harvard, ça fait quand même, ça montre quand même quelque chose pour cette équipe-là. Voilà, voilà pour un bilan de cette semaine 2, riche en émotions, riche en victoires aussi pour la V-League, puisque voilà, 3 victoires et pour une seule défaite en match out of conference. Voilà, voilà, je vous propose maintenant de passer au programme de la semaine 3, avec un programme relativement chargé quand même. Alors, on va commencer, les matchs commenceront d'ailleurs le vendredi soir. Enfin, il y a un match qui va avoir lieu le vendredi soir. C'est Harvard qui va accueillir New Hampshire. Alors attention ce match-là. Pourquoi attention? Parce que Harvard vient de perdre déjà et que New Hampshire est une des meilleures équipes FCS cette année. Je crois qu'ils sont classés 16e au coach Paul. Enfin bref, voilà. Il y a une bilan de 3-1, mais leur défaite c'était contre UCF. Bon, une défaite 57-3, mais seulement une seule défaite. Avec des victoires contre Holy Cross, Stone Hill et Bryant. Donc voilà, donc c'est une équipe hyper solide. Notamment au poste de quarterback avec Seth Morgan, un quarterback qui est ultra dans sa 6e année, il vient de VMI, voilà, il est déjà à quasiment 100 yards à la passe en 4 matchs, avec 12 TD et 3 interceptions, donc c'est quelqu'un de quasiment 70% à la passe en plus, donc voilà, c'est quelqu'un de hyper solide. Donc voilà, donc ça va être très clairement la clé du match, savoir si Harvard va être capable d'arrêter Seth Morgan. Même si le match a lieu du côté de Cambridge, je crois quand même que New Hampshire est donné favori, il me semble même de pas beaucoup, mais voilà, c'est quand même très clairement l'équipe qui sera favorite dans ce match-là. Voilà, Harvard, on l'a vu contre Brown, a sorti une performance, notamment offensivement, quand même un peu décevante. À voir ce que ça va donner. Ils tombent contre une grosse défense, une grosse attaque, pardon, notamment aérienne. Ils ont eu beaucoup de mal contre Jack Wilcox le match d'avant. Voilà, moi je suis pas hyper optimiste pour le Crimson. Mais de la même façon, ça leur permettrait quand même de faire une victoire un peu signature. Sachant que voilà, ils ont quand même. Brown est probablement une équipe qui va emmerder du monde cette année en Ivy League. Ils ont sorti une bonne performance en week 1. C'est pas impossible qu'ils l'emportent contre New Hampshire, hein. Ça c'est très clair. Donc voilà, et ben en plus je viens de chercher, en même temps que j'enregistrais, je viens de chercher le spread, et en fait le spread est de -3 pour Harvard, et voilà, bon, l'avantage domicile comme on dit. Voilà, donc ça sera un match qui aura lieu à 1h du matin dans la nuit de vendredi à samedi sur ESPN+. D'ailleurs tous les matchs de la semaine en Ivy League sont disponibles sur ESPN+. Donc voilà pour le premier match du vendredi soir. Harvard qui va jouer 2 matchs consécutivement le vendredi soir, parce que le match prochain, je crois que c'est un match d'Ivy League en plus, mais ça sera aussi vendredi dans la nuit de vendredi à samedi, si je dis pas de conneries. Voilà, voilà. On va passer maintenant au match du samedi. 3 matchs à 18h, 2 matchs à 19h. Tac, tac, tac. On a 2 matchs 100% Ivy League, on y reviendra après. Et 3 matchs out of conference qui devraient, on l'espère, faire quand même 3 victoires. Brown qui accueille Bryant, Yale qui accueille Central Connecticut et Cornell qui accueille Albany. Alors celui-là, je vais peut-être commencer par celui-là d'ailleurs. Cornell est donné légèrement underdog dans ce match-là. Je suis assez surpris quand même parce que Albany, même si c'est une équipe qui est meilleure dans le bilan, laisse à passer, parce qu'ils sont en 1-3, mais il y a une défaite contre West Virginia, et il y a des défaites un peu, pas forcément trop dégueulasses. Il y a contre Idaho notamment, même si c'est une branlée. Victoire contre Long Island et défaite contre Maine, c'est quand même une bonne équipe. Je suis assez surpris parce que voilà, si c'est le Cornell de la semaine dernière, pardon, ça ne devrait poser aucun souci. Voilà, il n'y a pas un grand jeu au sol, hein, du côté de l'Albanie en plus. Donc voilà, donc je pense qu'offensivement, ça sera surtout de la passe, avec un quarterback qui n'est pas hyper précis non plus. Il a à peine plus de 50% de complétion depuis le début de l'année. Voilà, je pense qu'il y a quand même. Cornell a quand même largement les moyens d'embêter Albany. À voir maintenant ce que ça va donner. Est-ce que ça va être le Cornell de la semaine 1 contre Colgate ou le Cornell de la semaine 2 contre Yale? Bonne question. Sachant quand même que même si on a un Cornell entre les deux niveaux là, ça devrait quand même passer. Voilà, quand même à suivre un match qui est plus serré qu'on pourrait le penser.
Yale, donc, qui accueille Central Connecticut. Là, pareil, je pense quand même que ça va être un match largement gagnable. Alors, attention à Central Connecticut, ils viennent de perdre de très peu de points contre UMass. Alors, oui, c'est UMass. Oui, c'est une des équipes FBS les plus faibles, on est d'accord. Ils ont joué une deuxième équipe FBS, qui est Central Michigan, ils ont perdu 66-10. Mais ils ont battu Fordham 33-3 quand même. Voilà, Yale est quand même favori, mais attention, attention. Une équipe qui a un peu du mal, grosso modo, quand même, offensivement de manière générale, et dont la défense est quand même, on va dire, moins forte que ce que Yale peut affronter habituellement en Ivy League. Voilà. Pareil avec un quarterback qui est quand même pas forcément le plus sûr de tout le FCS. Donc voilà, donc il faut qu'Yale remporte ce match-là parce que sinon c'est un peu la crise, hein, on va pas se le cacher. Voilà, Yale est donné une gagnante de plus de 10 points, ça devrait quand même le faire. Mais soit dit en passant, voilà, si c'est Yale de Cornell de la semaine dernière, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué que prévu. Dernier match, c'est Bryant. Alors, le dernier match d'une équipe d'Ivy League contre une équipe qui n'est pas de l'Ivy League, c'est Bryant qui se déplace du côté de Brown. Brown favori de 14 points. Voilà, ça doit faire victoire quand même pour les Bears. Les Bulldogs de Bryant, pareil, ils sont en 1-3. C'est quand même une équipe qui a quand même grosso modo du mal. Brown a quand même fait une excellente impression. La seule victoire de Bryant, c'est contre une équipe de Division 2. Il y a des défaites contre Holy Cross, des défaites contre New Hampshire, largement des défaites contre... enfin, toutes leurs défaites sont quand même des défaites de plus de 20 points ou de 20 points grosso modo. Bon, voilà. Donc, pareil, Brown doit remporter ce match-là. Donc voilà, je vais donner Brown vainqueur. Ça ne sera pas forcément le match le plus intéressant à suivre à 18h. Sachant qu'il y a un Columbia-Princeton qui est vachement intéressant. À 18h. Pourquoi il va être intéressant? Parce que on va avoir deux équipes qui vont être un petit peu force contre force, j'ai envie de dire. Princeton qui offensivement a énormément de mal, notamment à la passe, on l'avait dit, avec un bon jeu au sol, contre une équipe de Columbia qui défensivement est quand même très costaud. Voilà. Si Columbia est capable d'arrêter le jeu au sol de Princeton, je vois quand même les Tigers perdre ce match-là contre les Lions, sachant que dans ce duel de félins, ça sera du côté de Columbia. Voilà, c'est jamais perdu non plus. Les Lions vont devoir quand même, pareil, offensivement, trouver des ressources, sachant que Princeton n'est quand même pas on va dire une assurance touriste cette année défensivement. Donc forcément, c'est peut-être le bon match pour relancer la machine. Joey Giorgio, voilà, pourquoi pas faire un gros match à plus de 100 yards aussi de son côté. Voilà, comme John Faulkner. Ça va être un match assez sympa à suivre quand même, je pense. Alors, je pense que ça risque quand même de courir beaucoup. Voilà, un match assez, on va dire, assez old school dans mon avis dans le plan de jeu. Mais voilà, voilà, malheur aux vaincus, pardon. Parce que ça voudrait dire qu'ils basculeront en 1-2. Ça serait quand même assez décevant. Alors, assez décevant pour Princeton au vu des ambitions du programme année après année et assez décevant pour Columbia après la semaine 1 et ce beau succès contre Lafayette. Se retrouver à 1-2 après, ça serait quand même une petite déception. On va passer maintenant au match de la semaine. Pennsylvania qui se déplace du côté de Dartmouth dans un duel qui devrait être un des duels au sommet quand même de cette année en Ivy League. Voilà, probablement l'un des matchs de l'année. La grosse attaque de Penn, la grosse défense de Dartmouth, avec toujours pareil cette capacité quand même qu'a Dartmouth à être offensivement de temps en temps intéressant. Quelle équipe de Dartmouth on va avoir? Est-ce que ça va être l'équipe de semaine 2? Enfin, mon analyse, ma prévue de match ressemble un peu toutes, mais c'est vrai qu'on a grosso modo pas vu d'équipe régulière dans Ivy League sur la semaine 1 et la semaine 2. La seule qui a quand même été, qui a donné une bonne impression sur ces deux matchs-là, c'est quand même Penn. Alors, effectivement, il y a une défaite contre Delaware en semaine 1, mais Delaware, c'est une des meilleures équipes FCS, et ça, il ne faut pas l'oublier, sachant qu'ils ont eu quand même l'opportunité d'aller accrocher leur prolongation. Alors, bien évidemment, avec des si en Coupe des Forêts, tout ça, mais voilà, Penn a quand même eu le drive pour recoller et forcer la prolongation, a donné une interception, vous le savez, etc., etc. Mais voilà, moi, j'ai quand même confiance dans cette équipe de Penn. Parce que bon voilà, c'est quand même mon promo de départ. Le Big Green est donné favori de 5 points. Je trouve que c'est quand même relativement généreux après la performance de la semaine 2. Il y a quand même
encore des points d'interrogation, notamment offensivement du côté de Dartmouth. Il y en a quand même beaucoup moins du côté de Penn. Voilà, moi je sais qu'il y en a un joueur notamment qui va vouloir avoir un esprit de revanche. C'est Jared Richardson, le receveur, puisque Jared Richardson, la dernière performance, sa dernière mauvaise performance, ça date de Dartmouth l'année dernière. Donc lui, je pense qu'il a coché ce match-là. Est-ce que Dartmouth a quoi l'arrêter et en même temps arrêter Malaki Osley, le running back star des Quakers? Je ne sais pas. Je ne sais pas pour être tout à fait honnête. Voilà. Après, Jackson Proctor, le quarterback du Big Green, ça peut être un match aussi pour lui pour se relancer parce que voilà, comme je vous l'ai dit, la défense de Penn, c'est pas forcément une assurance sur risque non plus. Et ce profil de Dulas Threat est toujours un peu chiant à contrer. Voilà. Alors, mes pronos pour ces matchs de la semaine. Je vais donner une victoire d'Harvard à domicile contre New Hampshire. Je vais donner une victoire de Brown face à une victoire de Princeton à Columbia, une victoire de Yale à domicile contre Central Connecticut, une victoire de Cornell à domicile contre Albany et une victoire de Penn du côté de Dartmouth dans ce match hyper intéressant à suivre à partir de 19h heure française. Alors, j'en profite quand même pour vous dire que au vu on va dire du calendrier FBS qui est quand même pas fou cette semaine. Alors il y a des matchs sympas quand même, hein, bien évidemment. Mais ça vaut peut-être le coup de regarder un petit Penn Dartmouth à partir de 19h samedi. Parce que voilà, il n'y a pas grand chose en face. Alors de mémoire, je vais relancer cfb.guide en même temps que je vous parle. De mémoire, il y a un Missouri Texas A&M effectivement à 18h qui peut être toujours sympa. C'est Louisville. Enfin, il y a quand même des affiches pas trop mal. Mais voilà, moi si j'étais vous, voilà, je jetterais quand même un coup d'œil à ce Penn Dartmouth parce qu'il risque quand même d'être plutôt cool. Voilà pour le bilan de la semaine 2 et une prévue de la semaine 3 en Ivy League. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous à 18h pour le 1-2-6, à 17h pour le 1-2-6 habituel. Et puis voilà, tout au long de la semaine, le podcast du groupe of 5, le podcast de la semaine, le podcast d'Ivy League. Enfin là, on vous chouchoute, sachant qu'en plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais Kevin a sorti une nouvelle palette offensive, toujours sympa à suivre, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à liker, à faire des commentaires, etc. Mais là, on vous donne quand même pas mal de contenu en ce moment. On essaye de vous faire bien plaisir. Allez, salut à tous, bisous.